bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je ne vais pas répéter ce que dit Eric, mais c'est vrai que ça en dit long sur votre engagement et votre volonté d'écouter Mathieu Laine aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est bon d'avoir ce rendez-vous mensuel qui est une occasion non seulement d'entendre des choses passionnantes, mais en plus de se voir entre nous et d'échanger avec l'auteur, ce qui va être possible juste après, ce dont on se réjouit beaucoup. Je voudrais juste dire que je suis très heureux et très fier d'accueillir Mathieu, qui est un grand ami, mais qui aurait été reçu, même s'il n'était pas un grand ami, parce que il s'inscrit bien dans la lignée de tous ceux que nous avons reçus cette année. Je pense à Emmanuel Carrère, je pense à Pascal Bruckner et à quelques autres, Gianno D'Ampoli qui est venu pour le match du Kremlin, et quelques autres qui, cette année, nous ont vraiment nourris finalement avec un esprit commun qui est celui du laboratoire de la République, qui est celui de la foi en la liberté, tout simplement, et de ses déclinaisons multiples, que ça prenne la forme du roman, comme dans le match du Kremlin, même si c'est un roman très réaliste, on va dire, ou celle de l'essai, comme chez Pascal Bruckner, comme aujourd'hui, à la croisée des deux, avec Mathieu, une vision, par ce qui est quand même un essai, de la littérature, pour nous dire qu'il y a presque un signe égal entre littérature et liberté, non seulement pour l'auteur qui est en liberté, mais aussi pour nous, qui ainsi construisons notre liberté par la littérature. C'est tellement important à rappeler dans un moment où il y a des risques toujours plus forts de déshumanisation du monde, et donc de délittérateurisation du monde, si on permet ce très laid néologisme. Parce que la littérature, c'est la vie, la littérature, c'est la liberté, et nous avons plus que jamais besoin de nous construire, alors par le roman, qui apparaît à un certain moment dans l'histoire de l'humanité, plus globalement par la littérature, par la poésie, et par tout ce qui nous permet de réfléchir et surtout d'avoir une originalité de pensée. Souvent, nous disons, Eric aime à le rappeler fréquemment, nous sommes aussi les avocats de la nuance ici au laboratoire de la République. À certains égards, nous nous construisons contre des menaces. Nous nous construisons aussi pour des projets. Mais nous nous construisons aussi dans la nuance entre nous aussi. Et la littérature est aussi synonyme de nuance, de complexité de la pensée. On en a tellement besoin, non seulement à l'heure des combats binaires et des réseaux sociaux, mais aussi à l'heure de ChatGPT, qui peut être là aussi un point d'interrogation posé sur les enjeux d'humanisation, déshumanisation du monde. Et donc, sans plus attendre, puisque ce qui est important maintenant, c'est d'entendre l'auteur et ses deux challengers, si j'ose dire. C'est ainsi qu'on va les qualifier ce soir. Et en tout cas, merci à vous tous d'être présents. Et merci de contribuer aux belles perspectives du laboratoire de la République, puisqu'on aura l'occasion d'en parler par ailleurs, mais notre croissance, consolidation, déploiement sont en train de se réaliser, et c'est important que ça se passe avec vous tous. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci. Puis après tout, on n'a pas besoin de micro, on est en petit comité. Ah oui, pour l'enregistrement. Allô. Présenter Mathieu Laine en 2 mots, c'est difficile, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la fois, mais je vais le présenter en tant qu'auteur, c'est déjà pas mal. En tant qu'auteur, c'est un auteur libéral, entre autres, je signale qu'il a publié un impressionnant dictionnaire du libéralisme en 2012. Mathieu Laine voulait sauver le monde libre et en finir avec la grande nurserie, avec l'état de nous qui nous veut du bien. Vous avez fait aussi des incursions, et on le sait moins, dans le domaine de la fiction. J'ai eu l'occasion d'écouter avec ma fille qui a beaucoup aimé votre nouvelle mise en musique par l'extraordinaire musicien et compositeur Carole Beffa qui s'appelle « Le roi qui n'aimait pas la musique ». Donc ça prouve que vous avez un pied dans l'essai mais aussi un pied dans la littérature. Et là, vous avez un pied particulier parce que vous publiez une série de lectures croisées, de lectures mises au goût du jour, puisque chacun des livres que vous avez choisis, en fait, chacun des romans que vous avez choisis est mis en perspective avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Donc l'idée forte de ce livre, c'est que la littérature peut nous aider à comprendre, y compris le monde dans lequel nous vivons, alors même que les romans dont vous parlez ont été écrits il y a un certain temps. Encore que les choix que vous avez faits, on le verra ce soir, sont des choix plutôt contemporains. C'est une littérature assez moderne. On n'est pas vraiment dans le 19e et le 18e siècle. Il n'y a pas
La princesse de Clèves, par exemple, on a pu trouver, a plutôt Virginie Despentes. Et ça m'a étonné de votre part d'ailleurs, mais pas vous le direz pourquoi. Donc un recueil de lecture, il y a des grands classiques du genre incontournables dans toute culture classique, comme, et encore qu'on me dit que ça ne se lit plus, comme Moby Dick, Les démons de Dostoïevski, La ferme des animaux incontournables, Don Quichotte, le Robinson, La peste, Germinal, mais aussi des choix, je disais, plus inattendus, comme Vernon Subutex de Virginie Despentes, ou le Dieu des petits riens de Arundhati Roy. À chaque fois, donc l'idée de toutes ces lectures, l'idée directrice de toutes ces lectures, c'est une morale pour notre temps. Encore une fois, j'ai une mise en perspective d'actualité, histoire de nous montrer que des œuvres d'imagination, ma foi, quelle que soit l'époque d'où elles sont issues, ne sont pas réservées aux lecteurs de leur temps, et que la littérature est un trésor qui nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mais je vais laisser Marie poser la première question. Donc tu l'as dit, Brice, le propos de votre livre avait rappelé combien la lecture est un trésor, combien la lecture rend libre, évidemment. Mon question, elle est un peu... Repose-toi, je me demandais, mais il y en a eu des bouquins pour vous expliquer que la lecture c'était important. Pourquoi vous vous êtes dit, moi je vais rajouter un nouveau livre pour expliquer à quel point la lecture c'est nécessaire? Pour vous rencontrer, les autres, surtout pour partager, et d'abord je voudrais vous remercier de cette belle invitation à vous tous. J'ai toujours eu une grande affection pour cette initiative du Laboratoire de la République, qui est fondamentale dans ce pays, et Jean-Michel l'a révélé, donc nous avons eu de l'amitié très fort, mais je n'ai pas que de l'amitié pour Jean-Michel, j'ai une grande admiration, et je sais combien il est important, et je compte bien sur vous tous pour qu'il ne reste pas avocat trop longtemps. Et ça, c'est une petite mention personnelle, même si c'est sans doute, j'en suis persuadé d'ailleurs, un très bon avocat. Mais c'est un très bon avocat de nos valeurs, et nous avons besoin d'avocats de nos valeurs à tous égards. Pardon de ce tout. Pour vous dire simplement que, comme Brice l'a évoqué juste auparavant, j'ai chevillé au cœur l'idée que nous devons défendre la liberté. Que la liberté est une valeur à la fois précieuse, essentielle et menacée. Je crois que nous sommes un certain nombre, et la discussion sera vite ouverte, je l'espère, à le penser. En vérité, je suis passé par différents biais, différents chemins, pour pouvoir porter cette liberté. J'ai démarré, Brice l'a évoqué, par le libéralisme, qui est un gros mot, qui est un mot compliqué, aujourd'hui à porter, un adjectif qui pourtant prend racine dans la liberté, et qui, quand on est une vingtaine d'années, que j'étais un peu plus petit, le libéralisme politique, la défense du libéralisme politique n'était pas un sujet pour nos géographies, à tout le monde. Aujourd'hui, à nouveau, la liberté politique, y compris chez nous, est menacée. Et donc, je pense que les grands auteurs, grands philosophes et grands penseurs, et économistes aussi du libéralisme, font sens, et donc j'y ai consacré un certain nombre de livres, dictionnaire des libéralistes, dictionnaire amoureux de la liberté, déjà je basculais vers autre chose. Mais je suis venu à la littérature tout simplement parce que c'était un jardin secret, mais qui m'a paru au fil du temps comme étant un vrai allié. La littérature, la fiction sont des alliés profonds pour pouvoir exercer son esprit critique, connaître d'autres vies que la mienne, comme disait Emmanuel Carrère. J'ai eu la chance d'assister à cette très belle conférence ici. Et parce que par le prisme de l'émotion découverte dans l'histoire, dans un roman, je crois qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un roman qu'on a entre les mains, et qui n'est jamais d'ailleurs mis en concurrence une fois qu'on est rentré dedans avec un quelconque écran. Vous savez qu'aujourd'hui, souvent, il y a le premier écran, le deuxième écran, le troisième écran, donc vous regardez une série, vous avez de franchise, etc. S'il y a bien une chose qui vous happe complètement, c'est bien un roman, en tout cas normalement. Et cette magie de la littérature, elle est aussi en quelque sorte menacée. Pas que dans les nouvelles générations, je ne dis pas que tous les jeunes ne lisent pas, etc., bien au contraire, hein, mais elle est menacée par cette mise en compétition. Et donc il m'est apparu que même si un certain nombre de livres ont effectivement un temps montré et mis en exergue combien
littérature était importante. Je voulais d'abord le faire sous l'angle de la liberté. Vargas Llosa a fait le sien sous l'angle de la vérité par le mensonge. René Girard l'a fait sous l'angle du désir mimétique. Et derrière tout cela, chacun avait son approche. Finkielkraut l'a fait aussi, donc je suis vraiment passé effectivement pour un grand nombre de bons auteurs et d'autres encore. Mais j'ai essayé vraiment pour moi de passer par les grands romans. Certes, pour certains contemporains, on y reviendra, mais je suis quand même remonté à Homère, dont on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un groupe de personnes, mais qui est quand même l'inventeur de la littérature, pour venir mettre en exergue combien la liberté à la fois est essentielle et à la fois menacée. Et c'est bien la clé de ce qui nous rassemble ici. On a le troisième micro en rade. On est à la cour. Alors, le roman, Georg Lukács, que je lisais quand j'étais étudiant, nous a dit que c'était un genre qui était lié à la bourgeoisie et qui naissait avec elle et qui allait mourir avec elle. Et c'est vrai qu'après tout, il n'y avait pas de roman. Enfin, bon, vous allez chercher Homère, c'est pas vraiment un roman, c'est une épopée. Donc un genre qui correspond plutôt aux sociétés aristocratiques. Moi, j'ai observé que le roman a été à plusieurs reprises décrit comme moribond. À la fin du XIXe siècle, vous vous souvenez, La Marquise sortie à 5 heures, on nous a dit c'est fini. À partir du réalisme, on ne pourra plus faire de roman. Dans ma jeunesse, je me souviens que le nouveau roman nous a montré que le sujet, qui est quand même le cœur du roman bourgeois, le sujet était considéré par les sciences humaines comme quelque chose de dépassé. Soit il était incapable de parler la langue, il ne savait pas la langue qu'il parlait, il ne connaissait pas l'histoire qu'il vivait. Donc, comme par hasard, le nouveau roman correspondait à cette époque où les sciences humaines nous ont expliqué que le sujet était fini. Et puis, dans les années 80, on a assisté à une résurrection du roman, et puis il me semble qu'il ne s'est jamais aussi bien porté. Donc, est-ce que le roman, à votre avis, est un genre lié à la bourgeoisie, après tout, la classe qui transcende les classes sociales? Est-ce que c'est un genre qui est historiquement daté, ou est-ce qu'à votre avis, dans 100 ans, on en écrira encore? Quelle belle question. D'abord, une réponse toute personnelle. Un des moteurs de ce livre, c'est aussi que je suis le petit-fils d'un homme qui est né à Wany, d'un père mineur, qui avait également un grand-père mineur. Cet homme, il aurait été lui-même trouvé dans la rue. Et que dans la fosse numéro 9, il y avait une place qui était réservée à mon grand-père. Parce que le destin de mon grand-père, c'était de descendre à la vie. Et quand il était petit, et donc pour le coup je peux vous dire que c'était vraiment un bourgeois, quand il était petit, il a réussi à récupérer quelques livres à l'école, et il les ramenait chez lui, et son père, le soir, alors qu'il lisait des livres, lui interdisait la lecture, considérant que ça ne servait à rien, que c'était la chose à faire, c'était de se muscler, d'être fort, de dormir, et ayant peur que ça crée une myopie chez lui. Et cette anecdote est très touchante parce que, à la manière de Camus, qui a été, comme vous le savez, sans doute les uns les autres, identifié par M. Germain, qui était son instituteur, à qui il a rendu hommage quand il a reçu le prix Nobel. Et cet instituteur est venu dire à la grand-mère et à la mère de Camus, celui-là, on ne va pas l'envoyer au champ, il faut en faire quelque chose. Eh bien, mon grand-père a été repéré à l'école par un instituteur, et parce que mes arrière-grands-parents n'en avaient pas les moyens, mon grand-père, qui m'a toujours dit qu'il avait été sauvé de son destin par les livres et par la lecture de la littérature, s'est retrouvé à faire des études pour le coup de médecine parce qu'il avait pour ambition de sauver son père qui était malade à l'époque. Et c'est le directeur de la mine qui a payé la chambre de bonne pendant plusieurs années parce qu'il n'avait pas les moyens. Déjà, je pars avec des racines, disons, structurelles. Moi, je suis né dans un milieu bourgeois, petit bourgeois de province, mais clairement le fruit d'une libération, d'une émancipation par les livres et par la littérature. Et ce que je viens de dire n'est pas romancé, mais pourrait faire presque l'objet d'un roman. Par ailleurs, cantonner ce genre, si je puis dire, cet art, en
à la bourgeoisie est quelque chose qui réveille en moi la détestation du monde coupé en tranches. Je n'aime pas, intellectuellement, le monde coupé en tranches. Et donc, s'il y a des pans de nous qui peuvent ressembler parce qu'il y a des invariants dans certains comportements, pourquoi pas? Moi, je crois à la liberté individuelle, à la responsabilité personnelle, à l'unicité de chacun et au fait que, quelle que soit son extraction, nous sommes un bouquet de valeurs et de comportements et que c'est à l'aune de ces valeurs et de ces comportements et non à l'aune de ses origines sociales, raciales et autres que l'on juge quelqu'un. Déjà, j'ai une vraie réprobation à ce type de lecture. Et concrètement aujourd'hui, s'il y a bien un objet artistique qui soit le plus accessible qui soit, c'est bien un roman qui est en livre de poche et qui coûte vraiment quelques euros. Et c'est quand même la vocation de l'école que de porter la lecture de ce type d'exercice. Après, dans son rapport à l'esthétique, parce qu'en creux, il y a son rapport à l'esthétique. J'évoque dans le livre le fait que, pour le coup, et Proust, avant Louis Flaubert, après Nabokov, ont eu une conception du roman, porté une conception du roman qui devait être uniquement au service de l'art et de l'esthétique. Et l'une des lectures critiques du roman, c'était celle-ci. C'était l'art pour l'art et la déconnexion avec un certain nombre de messages. En vérité, la thèse de ce livre, c'est que même ceux qui ont été obsédés par l'idée de faire des œuvres d'art ont délivré un trésor supplémentaire, potentiellement même malgré eux, qui est un certain nombre de compréhension de l'être humain, d'invariants humains qui nous offre à nous lecteurs, par cet effet de sédimentation que provoque en soi un livre, la lecture d'un roman, de pouvoir comprendre le monde, mieux comprendre le monde, comprendre différents types de situations, différentes vies, et encore une fois, des vies qui ne sont pas les nôtres. Et ça, je trouve que c'est une clé assez fascinante de voir combien, même ceux qui ont été happés par l'ambition de l'art, ont en réalité été les porteurs de cette meilleure connaissance de l'être humain. Autre petite anecdote, mais j'ai prévu de faire 1 heure de réponse à chaque fois. C'est Michel Schneider. Je ne sais pas si vous vous souvenez sans doute les uns les autres de Michel Schneider, et ô combien ceux qui le connaissent et le connaissaient et le pleurent, car il a quitté cette terre l'été dernier, et vraiment, ça a été une grande souffrance, une grande tristesse. Michel Schneider était un des plus beaux esprits de la République, et ne serait-ce que par sa confrontation avec Jacques Lang, je ne devrais pas dire ce genre de choses, et un jour, dans un vrai échange amical avec lui, et il m'a autorisé à le dire d'ailleurs dans une interview que j'avais fait avec lui, je lui avais dit, écoute, moi je n'ai pas vécu les années du maoïsme, et je veux avoir l'humilité de penser que peut-être je serais tombé dans cette idéologie. Pourquoi prétendre explique-moi comment tu es, toi, tombé dans le maoïsme et comment tu en es sorti. Il m'a expliqué qu'il est tombé dedans parce qu'il y avait un âge, c'est pas forcément lié à l'âge, mais en tout cas, il y avait une séduction dans ce type de catéchisme. Vous avez un certain nombre de lectures du monde suffisamment claires et qui paraissent suffisamment intelligentes pour pouvoir le porter, le réciter, c'est pour ça que je parle de catéchisme, habilement et subtilement, vous prenez confiance en vous, à force de réciter votre catéchisme et avoir l'impact que celui-ci a sur l'autre, vous prenez confiance dans l'intelligence qui potentiellement est, en tout cas le reflet d'intelligence qui se porte sur vous. Cela dit, il lit, et je pense que ce n'est pas apocryphe. Il est là-dedans, il le porte, il le diffuse, il est plutôt embarqué dans tout cela, comme on peut être aveuglé dans une idéologie, comme dans les dizaines de Romain Gary, elle a pu être aveuglée par Armand Collin et son ambition. Mais la manière dont Michel Schneider s'en est sorti, c'est en disant la recherche du temps perdu. Il me dit, je découvre la recherche du temps perdu, je le lis, je découvre l'incroyable raffinement du sentiment humain et l'incompatibilité de ce texte avec une pensée radicale, avec une pensée systématique, et je suis libéré, émancipé d'une pensée autoritaire par la lecture de la recherche. Soit dit en passant, moi j'ai du mal à la recherche, j'ai réussi à faire à partir de 40 ans, mais non, vous la relisez. Voilà. Mais c'est magnifique. Voilà, entre mon grand-père et Michel Schneider, ce sont des gens qui sont libérés par la littérature. En quoi, enfin, enfermés dans la mauvaise appellation de bourgeoisie,
l'objet roman pour pouvoir le catégoriser et lui empêcher de lui donner son vrai destin, qui est en réalité de s'arracher à sa condition première et de s'intéresser à d'autres vies et d'exercer son esprit critique, je refuse cette catégorisation. Oui, j'ai compris. On est parti des mines, et si on peut revenir aux mines avec Germinal, puisque vous avez une thèse assez intéressante, c'est que Germinal, c'est l'art, dans le fond, de la tempérance, qui est créé par Émile Zola. Et que alors moi, dans le fond, j'étais un peu surprise, parce qu'effectivement, je me dis plutôt Émile Zola du côté d'Étienne Lantier, du côté des grévistes. La question est assez simple, est-ce que vous pensez que Zola, aujourd'hui, serait du côté des ébats de Paris? Qui ici du côté des ébats? Alors, je n'ai pas trop de respect pour Émile Zola, mais je vais répondre à votre question. La Compagnie des Voyants, c'est une invitation à lire et à relire. J'ai lu Germinal quand j'étais plus jeune, dans le cadre de mon parcours scolaire. J'en ai conservé, comme sans doute bon nombre d'entre vous, j'allais dire, y compris ceux qui l'ont connu, le souvenir d'un roman assez caricatural, évidemment et ouvertement prenant le parti évidemment et ouvertement des ouvriers, offrant une description absolument abominable du patronat, et vous avez en grande partie raison. Il faut dire que les conditions de l'époque, qui, quand vous remontez dans l'arbre généalogique de ma famille, j'en ai quelques échos, parce que celui dont je parlais au tout début, il a quand même commencé très très jeune à la vie, et c'était bien réel. Donc il y a vraiment dans le réalisme de Zola cette description des conditions absolument abominables de travail, la mine de Montsou décrite comme un monstre, hein, c'est la description d'un monstre qui avale les êtres humains, et en même temps l'espèce de déperdition d'une partie de ces familles bourgeoises à manger de la brioche, à être complètement déconnectées, à refuser des évolutions de salaire et plutôt à préférer les baisser. Et ce directeur de la mine, dont le nom est M. Hennebeau, même si ça ne s'écrit pas Hennebeau, qui finit par confesser qu'en réalité, il aimerait avoir la vie de ses ouvriers, cette liberté, cette capacité, et considérant quasiment que c'était comme des bêtes, donc la liberté sexuelle que ça apporte, etc. Donc il y a une espèce de description profonde et effectivement d'opposition entre deux mondes, à la fois juste et sublime. Sauf que, en relisant, je vous promets que je ne suis pas biaisé, en relisant, je me suis rendu compte du sort que réservait Émile Zola, à la fois aux socialistes Pluchart, c'est vraiment l'homme politique dans toute sa splendeur, fabuleusement écouté par Lantier et ses camarades, et cet homme politique est en réalité obsédé par ses postes et sa carrière, et on perçoit dans la plume de Zola combien en réalité il n'a que faire du destin ouvrier, et le pire étant Souvarine, qui vient de Russie, l'anarchiste, et qui n'a qu'une seule obsession, c'est la destruction, mais pas du tout la reconstruction. Et si Germinal, c'est bien la germination d'une forme de colère, il y a bien tout qui explose à la fin. Pour ceux qui vont relire, ne ne pas, c'est quand même intéressant un petit peu à la fin, mais je suis convaincu, et j'ai d'ailleurs lu quelques correspondances de Zola à cet égard, que Zola, qui était un grand lecteur des libéraux de l'époque, a volontairement souhaité que cela se termine mal pour pouvoir mettre en exergue que la promesse des grands soirs, la découverte d'un roman au soutien d'une forme d'équilibre de la pensée, d'invitation à la modération, bien sûr à ce que les uns et les autres, et notamment le patronat de l'époque, bien sûr, fassent bon nombre de progrès à cet égard, bien sûr. Et si vous voulez une confrontation avec le sujet du jour, lisez Germinal, vous verrez combien nous avons fait de progrès à cet égard. Mais
C'est très intéressant de relire de grandes œuvres comme celle-ci et de découvrir ainsi combien Zola, sans être un bourgeois, en tout cas sans porter une idéologie bourgeoise, est en réalité un défenseur de la nuance. Ça m'amène très facilement à la question que je voulais vous poser. Oui, on relit toujours les œuvres dans une perspective différente. On demande aux œuvres de répondre aux questions du moment. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser des œuvres très anciennes quand elles sont riches pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Mais aujourd'hui, on est face à quelque chose de nouveau qui est la volonté d'effacer, dans les œuvres les plus classiques de notre littérature, pas encore en France tellement, mais déjà beaucoup dans les pays anglo-saxons, d'effacer tout ce qui semble contrevenir à la morale du moment. Je fais évidemment référence à la cancel culture, mais plus grave que ça, nous avons maintenant dans nos propres maisons d'édition ici en France des sensitivity readers qui nous expliquent qu'ils vont supprimer dans nos romans tout ce qui pourrait choquer les sensibilités de telle ou telle minorité, et donc les auteurs ne peuvent pas écrire ce qu'ils veulent. Ils le peuvent d'autant moins que nous avons en plus affaire à l'appropriation culturelle, qui fait qu'aux États-Unis, par exemple, j'ai le cas d'un auteur, une femme qui avait écrit un livre à la défense des immigrés mexicains, et dont on s'est aperçu qu'elle est une romancière, on s'est aperçu qu'elle n'était pas, contrairement à ce que le disait elle-même, descendante de Mexicains, et que donc elle n'avait pas à prendre la plume pour se mettre dans la peau d'un immigrant mexicain massacré, etc., par la police. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une restriction de cette fameuse liberté que vous invoquez comme étant le fondement même de l'activité romanesque, et que cette liberté est brimée, non seulement pour les œuvres à venir, ce qui est quand même assez embêtant, pour donner un compte-rendu, un aperçu aussi riche que possible de la situation dans laquelle nous sommes, que, plus grave encore, des œuvres du passé qu'on s'avise maintenant de corriger dans la mesure où elles pourraient faire référence à des réalités d'époque qui nous déplaisent aujourd'hui. Que pensez-vous de tout ça? Très belle question. Encore, je reparle dans le livre, hein, donc pour moi, le roman, et ce n'est pas pour rien, est toujours la cible des dictateurs. Donc, le dictateur, en général, c'est quelqu'un qui aime écrire. Il écrit son livre. Il ne supporte pas la concurrence, d'autres qui voudraient qu'on en dise qu'un. Et c'est comme ça qu'on les repère. En mécanisme d'émancipation, il y a la très belle histoire de Kamel Daoud, qui je consacre également un chapitre, à son morceau contre enquête. Kamel Daoud, c'est un homme qui était enfermé dans l'islamisme radical pendant 3 ans, et qui était invité à ne lire qu'un seul livre, et qui, parce qu'il a eu la possibilité de lire, d'ailleurs pas forcément de la grande littérature, mais d'autres types de livres, sa pensée s'est ouverte, s'est construite, et en fait c'est par la littérature, véritablement, comme la sienne, qu'il s'est libéré. Je crois, pour répondre à une partie de votre question, que jamais le roman ne va disparaître. Parce que la liberté est consubstantielle, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, avec la littérature. La littérature est consubstantielle avec la liberté. Et même quand la liberté est attaquée avec du sang et des exactions abominables, c'est assez étonnant, la liberté. Elle rejaillit toujours. Il y a une résilience extraordinaire de la liberté, mais au prix de combien de drames. Donc il ne faut pas trop compter là-dessus. Il faut véritablement se battre pour elle. Mais la liberté renaît toujours et sans cesse, y compris dans les situations les pires, on pourrait revenir. Et si on reste concentré sur la manière dont les textes sont désormais attaqués, y compris quand les auteurs ne sont plus en vie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, des éditeurs retraitent un texte pour l'adapter à ce qu'ils considèrent comme s'ils étaient lavés par une forme de moralisme qui les remettait, disons, dans le droit chemin. Tout cela a d'abord déjà été identifié par des romanciers. Philippe Ross, en 2000, c'est très tôt, en 2000, dans La Tâche, à qui je consacre également un chapitre, est incroyablement visionnaire. Vous
vous souvenez sans doute, ou vous allez découvrir, et ça c'est une chance pour ceux qui n'ont pas encore lu, et vous pouvez aussi le relire, comme je disais tout à l'heure. Coleman Silk est professeur d'université, il est métis, il a été viré de son claque de Norfolk quand il était jeune parce qu'il était noir, et il est viré de son université, avant que ça existe, hein, parce qu'il est blanc, en quelque sorte. Pourquoi? Il est prof d'université, il y a, dis-toi Jean-Michel, il y a 2 élèves qui ne se présentent pas, donc il ne les a jamais vus, par principe il ne sait absolument pas à quoi ils ressemblent, et il parle de zombies, en tout cas dans la traduction française, mais, voilà, ces 2 zombies qui ne viennent jamais, et il s'avère que ces étudiants étaient noirs, et ils ne le savaient pas. Et là, des étudiants s'émeuvent, et la bronca se lève, ses collègues, certains de ses collègues viennent en toute discrétion lui témoigner son soutien, mais lui expliquent que malheureusement publiquement c'est impossible à tenir. Certains profitent au passage aussi pour créer d'autres revanches, mais ça c'est le génie de Rose de mêler plusieurs histoires. Mais vous avez là un message profond qui d'ailleurs fait écho à notre, non seulement fait écho à notre société, mais beaucoup de gens en parlent de la tâche. Hein. C'est cette capacité, il y a des phrases magiques, hein, fantastiques, sur la capacité à, par une étiquette, l'étiquette se substitue au jugement. La capacité à vous enfermer, à vous condamner, sans autre forme de procès, par l'effet d'une foule qui vous juge et vous condamne, sans aucune présomption d'innocence, sans capacité de défense. Vous êtes immédiatement, vous subissez la tâche sur vous-même. À l'inverse, vous avez l'approche de Toni Morrison. Toni Morrison, elle a eu le prix Nobel de littérature, c'est un auteur américain absolument fantastique, noire américaine, qui s'est intéressé pendant toute sa carrière littéraire au destin et au sort des esclaves américains. Et si vous lisez Beloved, si vous suivez le parcours de cette femme, elle vient défendre la personne humaine, et bien sûr, c'est bien tout ce que nous avons en partage contre les exactions que ces personnes ont pu subir, et elle met en scène une femme qui, esclave, ne supportant pas que sa fille puisse avoir le même sort qu'elle, tue son enfant. Ce livre est absolument poignant d'humanité, d'humanisme et de profondeur, mais Toni Morrison, elle regarde le passé avec ses yeux d'humaniste, mais elle ne remet pas en cause le passé au sens où elle ne fera pas tomber une statue. On en parle, il faut en parler, on en tire les leçons, on ne réécrit pas le passé. Là encore, quel beau message de liberté. Pardon, je ne veux pas non plus évoquer trop d'auteurs, mais un des grands vaccins, si je puis dire, contre ce type de virus là, que vous évoquez là, c'est sans doute Vargas Llosa. Je sais que Jean-Michel et bien d'autres aussi apprécient beaucoup cet auteur, a raison. Pour moi, c'est un des plus grands défenseurs de la liberté aujourd'hui. Hein. Toute l'œuvre de Vargas Llosa est tout entière dédiée à cela. Et quand je traite de la fête au bouc, ça, j'adore ça chez lui. Je retrouve en lui, non seulement, évidemment, les valeurs qui sont les nôtres et notre volonté de pouvoir les défendre, mais aussi l'immense complexité de ce combat. Parce que même quand ils arrivent à tuer le dictateur, il y a dans la vie, dans l'intimité de ceux qui l'ont fait pour des raisons tous différentes, absolument passionnantes, pas un remords, mais un mal-être, un malaise. C'est compliqué d'être en résistance. C'est difficile de trouver une alternance ou une alternative à des propositions complexes. Donc c'est bien là tout le génie de la littérature et toute la puissance des valeurs républicaines que vous portez, que d'oser et d'assumer, d'aborder la complexité du monde dans sa richesse, dans ses difficultés, y compris dans ses horreurs, de pouvoir nommer la complexité, mais de ne pas la réécrire. Et je crois que vous avez un vrai beau combat, et vous le menez, et c'est important. Et je le vois en étant dans le monde universitaire, ça va peut-être vous paraître provocant, mais que dans un parcours universitaire, des élèves puissent être confrontés à des professeurs qui portent cette sociologie-là, ou cette lecture-là, ne me choque pas. J'ai eu des profs marxistes, j'ai eu des profs d'extrême droite, des trotskistes. Ce qui est important, notre combat,
c'est la libre confrontation des idées contraires. Le drame, c'est quand la direction d'une université est saisie par l'une de ses pensées, notamment celle qui entend réécrire l'histoire, et qu'elle interdit certains textes, censure certains textes. J'ai entendu la confession récente se dire comme ça arrive maintenant dans les rédactions, où des citations, même pas le texte d'un journaliste, des citations ont été tronquées par une rédaction en chef, ne voulant pas qu'un propos sur le voile puisse être tenu. Enfin, ça va loin. On arrive dans un monde orwellien. Tous ces outils intellectuels sont là pour nous aider, sont là pour nous éclairer là-dessus. Nous sommes dans le vrai sur ce combat. Ça ne va pas s'arrêter en quelques jours. Donc, faut se le dire. À rebours de ce qu'on se dit un peu sur l'importance de la lecture, l'importance de la culture, comme humanisme, comme chemin et comme refuge contre les idéologies, contre les totalitarismes, je pense souvent à Georges Steiner qui évidemment disait l'inverse, puisqu'il n'avait pas peur de dire qu'il fallait enterrer les Lumières, puisque la culture ne nous avait jamais sauvés d'aucun barbarisme, avec évidemment l'exemple bien connu des concerts uniquois à Auschwitz. Donc pardon pour le point Godwin, mais est-ce qu'on peut encore avoir foi dans la culture en 2023, puisque c'est quand même tout le propos que vous évoquez dans votre livre? C'est bien propre de la foi. C'est que c'est un vrai combat derrière tout ça. La lecture fataliste d'un monde qui voudrait que de toute façon ça part tellement mal, le gouffre est si proche, que le combat n'est même plus appelé tellement la vague est forte, ne me convainc pas, et je pense qu'on convainc peu de gens ici. Il y a une formulation que j'aime beaucoup, qui est l'idée que l'homme est notre dernière chance. Quand tout semble désespéré, l'homme est notre dernière chance. Alors après, et ça c'est une confession de chacun, on peut rester d'espérance, mais c'est un autre débat. Mais l'homme est notre dernière chance. Et dans même dans le brouillard, même dans la complexité des temps, pour le coup, il y a quelques lumières, quelques vigies, quelques capacités de la littérature, et il faut y revenir, de ces grands auteurs. Pourquoi sont-ils des grands auteurs? C'est précisément parce que par la sensibilité artistique, ils ont réussi à identifier, je me répète, mais ce que sont les invariants humains. Et ce pourquoi chaque époque est en permanence, alors que parfois on a pu avoir le sentiment que c'était la fin de l'histoire, chaque époque est attaquée par le même type de ressort, mais sous des masques différents. Et c'est bien là, pour moi, la clé, et jamais je ne pourrais renoncer, en tout cas pour ma part, donc on sera dans les derniers s'il faut, mais je crois en la littérature comme vecteur de libération et d'humanité et de défense de nos valeurs profondes. Si on lâche ça, là pour le coup, je ne donne pas cher de notre peau. Là aussi, ça m'amène justement à une question que j'avais envie de vous poser. Parce que je suis un peu plus vieux que vous, je m'en souviens d'une époque où le combat pour la démocratie, les droits de l'homme et la liberté était un combat extrêmement offensif. On était, nous, dans des pays qui la défendions, qui essayions d'élargir, de gagner des droits nouveaux pour l'individu, de faire reculer un certain nombre de contraintes qui nous opprimaient encore un peu. Et surtout, de l'autre côté du mur, on avait affaire à des peuples qui vivaient, eux, un joug évident et qui voulaient s'en libérer. À cette époque-là, le combat pour la démocratie, les droits de l'homme et le libéralisme était un combat offensif. Quand je lis ce que vous écrivez, pour chacun des bouquins que j'ai dit, vous mettez en situation chacun de ces romans pour nous montrer à quel point il est d'une efficacité réelle pour comprendre la vie que nous menons, vous décrivez des menaces et vous avez l'air de dire que nous sommes dans une situation de défensive, que nous sommes face à des forces populistes, complotistes, une imbécilité, une radicalité stupide qui gagne du terrain de jour en jour grâce, vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, aux réseaux sociaux en particulier, et pas seulement, et que les défenseurs de la raison, de l'humanisme, des droits de l'homme, de la modération, de l'intelligence et de la raison sont dans une situation défensive. Je suis d'accord avec cette idée, mais elle m'inquiète.
Depuis quand les défenseurs de la démocratie sont-ils passés de la situation de l'offensive à la situation de la défensive, et comment ça va se terminer? J'ai peur de nous. Ça, c'est une phrase dans Sa Majesté des Mouches. Et ça apporte une bonne réponse. C'est pas un détour, hein, c'est une vraie réponse. Dans Sa Majesté des Mouches de Golding, vous savez, c'est cette espèce de Robinson Crusoe avec des enfants qui se retrouvent sans adultes à l'intérieur d'un accident d'avion et qui se retrouvent dans une île déserte et à devoir s'autogérer, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et là, vous avez une confrontation qui se fait entre Ralph, qui est, disons, l'incarnation du démocrate, de celui qui déploie une forme de maturité, qui est presque adulte pour un enfant, un jeune garçon britannique, et qui crée un certain nombre de règles, y compris le fait de tenir un coquillage, et que quand on tient un coquillage, la conque, on a la parole, les autres doivent écouter, et après on doit passer ensuite la parole à l'autre. Il y a une espèce de reconstruction un peu naturelle, dans le mythe d'ailleurs de Robinson Crusoe, de Defoe, d'une forme de civilisation. Sauf que Golding a la très juste et belle idée d'imaginer un autre personnage, qui est celui de Jack, et qui, en l'espèce, on a marre de la règle, on a marre de pas être le chef, voit une opportunité à ce que les enfants puissent ne pas être sous le regard d'un adulte, ou de plusieurs adultes, et donc se dit, le feu qu'on est censé entretenir, qui est quand même une image de lumière, mais ce feu qu'on est censé entretenir pour prévenir un bateau s'il passe au large, ils sont tombés, de toute façon, s'il ne va pas s'éteindre comme ça, allons chasser, allons nous amuser, allons nous grimer. C'est intéressant, la manière dont ils se griment, parce que ça nous fait penser à ces gens, vous savez, qui se prenaient pour des croquettes quand ils sont attaqués au Capitole. C'est pas, ils avaient vraiment des têtes de buffle, ils étaient en couleur. Et c'est exactement ce qui se passe dans Sa Majesté des Mouches. C'est très très impressionnant, en fait, dans la citation de la littérature. Et cela dit, pourquoi il séduit Jack? Parce qu'il est sympa, parce qu'il est simpliste, parce qu'il est violent, parce qu'il apporte l'idée qu'on peut partir dans une forme de radicalité et qu'on peut aller s'éclater à tuer des animaux, etc. Et c'est pour ça, Sa Majesté des Mouches, c'est une tête, qui est ensanglantée et qui est en train d'être entourée de mouches. Et pour le coup, ça finit mal. Je vais arrêter de donner la fin du roman, mais c'est... Alors, ça finit mal, pas tout à fait. Mais ça, je vous le dis. Mais c'est important de redonner un peu de... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du fait, évidemment, vous l'aurez perçu, combien la littérature nous anticipe un certain nombre de choses, c'est que dans ce rapport conquête-défense qui est évoqué ici, Ralph, il est dans la complexité, il est camusien en quelque sorte, il est dans le raffinement de la pensée, il est dans quelque chose de... c'est moins séduisant. Et ce que nous vivons aujourd'hui, on est forcément en défense, malheureusement. On est forcément en défense parce que les autres sont d'une radicalité atroce et d'une efficacité atroce. Et donc, il y a une forme de défense. Cela dit, face au plus séduisant, il y a quelque chose à co-construire ensemble, à penser ensemble. Quel est donc, ça c'est votre rôle, quelle est donc cette pensée subtile, capable d'embrasser la complexité de notre temps, fondée sur des valeurs réelles, qui puisse être suffisamment, pardon du mot, sexy, séduisante, presque une forme de radicalité de la nuance, et qui vienne se mettre en face de ces propositions simplistes. Et là, vous prenez la main. Et là, vous allez les dénoncer. Et pour le coup, quand on voit le spectacle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, l'histoire qu'on a préservée, c'est pas si mal, et justement, tu reviendras quand ce sera. Mais quand on voit ce spectacle, qui ressemble à l'affaire des animaux aussi, d'Orwell,
il y a le cochon Napoléon, là, il fait dangereusement penser à certaines personnes dans la ferme des animaux. Et ces gens qui vous promettent l'égalité, mais qui disent tous les animaux sont égaux, mais certains plus que d'autres. J'adore cette formule. Il y a là un combat qui peut permettre de reprendre la main, parce que leur spectacle est tellement insoutenable. Mais c'est dur. J'ai beaucoup d'empathie pour le pouvoir. Ça, c'est pas très réactionnaire. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour le pouvoir quand je perçois la complexité à laquelle ils font face. Le simplisme, la radicalité, la capacité à pouvoir échanger calmement sur des propositions contraires. Et cela dit, en réaction de propositions, et c'est l'objet des sociétés de pensée telles que les vôtres. Un livre un peu radical qui figure dans votre ouvrage que vous avez évoqué en introduction, c'est vers dessus du texte de Virginie Despentes. Je comprends assez bien pourquoi vous avez évoqué cet ouvrage. Ça dépeint très bien la lettre de nos sociétés, effectivement la violence de nos rapports sociaux. Mais je me suis demandé pourquoi vous n'aviez pas plutôt choisi Michel Houellebecq. Est-ce que c'était pour être paritaire, pour qu'il y ait des filles dans le bouquin? Vous pouvez nous expliquer tout ça? Taquin. Pas du tout. Le bonheur de partager une bibliothèque, c'est d'abord de les confronter à d'autres. Et donc, moi, j'ai eu bon nombre d'invitations à lire plein de choses que je n'avais jamais lues. En l'occurrence, j'ai lu Houellebecq, mais c'est aussi tout le bonheur d'une sélection. C'est la subtilité, la dimension purement personnelle d'un choix. Et ça, moi, j'assume pleinement d'avoir plein de livres, d'abord que j'aurais aimé mettre là-dedans, mais je ne voulais pas non plus faire un trop long. Mais surtout, dans ce type de littérature, presque par provocation, mais pas totalement quand même, j'ai aimé aller vers ce livre, vers le texte. Pourquoi? D'abord parce que j'ai personnellement, alors que j'aime Mémoire d'Adrien dans ce style parfait, la défense de la culture comme libératrice, etc., et je suis un grand fan, mais j'ai aussi aimé, ça montre l'éclectisme d'une approche littéraire, le style un peu pop et un peu punk et trash en quelque sorte. J'aime ce livre, j'aime pas tous ces livres, vraiment pas, mais celui-là, je l'aime vraiment. Il y a un côté comédie humaine contemporaine et qui effectivement nous emmène dans une espèce d'escalade d'une société qui a complètement perdu ses repères. Et alors, si on veut un peu de caricature, pour le coup, le capitaliste est un mangeur d'enfants, mais elle le fait magnifiquement bien. Donc sur le plan littéraire, je trouve ça formidable. Sur l'idée d'aller voir d'autres vies que la mienne, on ne peut pas faire mieux. Pour le coup, parce que je veux le dire ici, ces positions en elles-mêmes sur un certain nombre de sujets, je m'inscris dans le Contre Sainte-Beuve de Proust, qui est cette philosophie, cette lecture de la littérature, à laquelle Proust nous invitait tous, qui est de dire, moi je regarde l'œuvre, et uniquement l'œuvre, je ne regarde pas la vie, ni même les opinions politiques de l'auteur. Ce qui m'importe, c'est l'œuvre. Et ça, je crois que c'est fondamental, y compris d'ailleurs, pour nous prémunir de la réécriture ou de l'interdiction de certaines œuvres du fait de la vie de l'auteur ou de certains avis de l'auteur. Donc elle a dit des choses abominables sur les attentats, c'est abominable, j'ai même des mots plus durs, mais en même temps on a un éditeur, mais j'ai quand même assumé. Mais pour le coup, j'aurais évidemment, je l'ai dit dans la conclusion, j'aurais pu mettre Houellebecq. Mais souvent, les gens n'ont pas lu ce père dessus du texte autour de moi. Et donc je voulais vraiment faire cette invitation et je vous y invite vraiment. Et il y a en plus à la fin une sorte d'éveil quasi christique qui est intéressant parce que c'est une manière, pour le coup, non caricaturale d'imaginer l'entraide et la manière de s'en sortir ensemble. Et ça m'a touché. Je vais te poser la dernière question. Peut-être pour conclure, vous faites beaucoup de parallèles avec, associant personnalité politique et personnages de romans. Ça m'a fait penser au livre que j'ai pas lu. Il y en a beaucoup d'ailleurs que j'ai pas lu dans tous les ouvrages que vous citez, c'est une parenthèse, mais justement, j'ai commandé beaucoup de bouquins depuis. C'est le livre de Philippe Besson qui a écrit un livre qui s'appelle Emmanuel Macron, un personnage de roman.
Pour vous, Emmanuel Macron, c'est plutôt Rastignac ou Don Quichotte? C'est toi qui réponds. Écoutez, je n'ai pas lu le livre de Philippe Besson, mais ce dont je suis certain, pour le connaître un tout petit peu, c'est que le destin de cet homme est romanesque, que le personnage l'est tout autant, que le parcours politique et la vitesse, la capacité à se saisir du pouvoir et à le garder, et ça tient d'une aventure que peu de gens auraient même osé écrire en tant que fiction, surtout d'où il venait. Et il y a eu pour le coup un vrai panache quasi littéraire à être pas très loin de tout ça, et c'était très intéressant. Et au-delà de ça, je pense que il est possible que cet homme, bien au-delà de ce parcours politique, parce qu'il n'y avait pas que le parcours politique, puisse nous réserver encore bien des surprises. Parce qu'il est quand même très différent de nous tous, et je le dis dans le bon sens du terme. Après, s'il y a bien un sujet, c'est qu'il est aujourd'hui toujours davantage confronté au réel, et que dans cette confrontation au réel, ce que je lui reconnais, c'est cette capacité à justement conserver une pensée complexe dans un monde radicalisé. Et ça, il en est quand même une forme de garant et de gardien et de protecteur. Ce à quoi je l'inviterais à aller vers la direction que je pourrais suggérer, que je lui suggère parfois, mais je ne révèle jamais les échanges, en tout cas je ne révèle jamais ce qu'il dit. Je pense qu'il y a de quoi, dans les années qui viennent, asseoir une action qui, encore plus, défende la liberté. Encore plus. Et de manière plus assumée. Y compris sur les sujets que nous avons évoqués tout à l'heure. C'est d'ailleurs la manière dont... Vous savez qu'il a écrit un roman sur un conquistador et que seul Brigitte Macron l'a lu par exemple. Donc plutôt Don Quichotte. Plutôt Don Quichotte. Non. En tout cas, vous faites un beau parallèle entre Don Quichotte et la liberté, parce que finalement, il n'y a pas plus libre que Don Quichotte qui effectivement prend le parti de rêver. C'est un très beau chapitre, je trouve. Merci beaucoup. Merci à vous.